Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Afters de la Transformation. Avec nous, David Bufflard, PDG du groupe EPergy. Bonjour David. Bonjour. EPergy est une entreprise spécialisée dans la distribution des produits consommables, indispensables et non stratégiques dans le domaine de l'énergie autonome. Vous êtes leader en France sur le marché de la fabrication et de la vente de batteries, de piles. EPergy compte accroître sa présence dans toute l'Europe. David, peux-tu nous présenter toutes les activités du groupe EPergy ? Oui, alors on a une activité auprès de fabricants de matériel électrique et donc là on vient concevoir des batteries pour leurs besoins. Donc le fabricant nous donne un cahier des charges. Par exemple, quelqu'un qui veut faire voler un drone va nous donner le cahier des charges de son drone. En termes de besoin d'énergie, on va concevoir et fabriquer la batterie. Donc ça c'est un petit peu la partie amont. Donc on est sur la conception et l'assemblage. Et puis après en aval, les batteries vivent leur propre vie. Il faut les remplacer, il faut les changer et on fournit donc toutes les batteries pour la maintenance de différents appareils électriques et électroniques. D'accord. Il faut remplacer les batteries. Donc des drones, mais sur d'autres appareils, c'est-à-dire ? Oui, alors les applications sont énormes. Les batteries, on ne les voit jamais, elles sont toujours cachées, donc on les imagine pas. Mais nos des gros batteries marchés, de vélo, par exemple ? Voilà, donc tout ce qui est petite mobilité, on fait. Donc vélo, alors nous, on est plutôt orienté professionnel, donc on fait surtout des batteries de vélo cargo, plutôt pour la livraison du dernier kilomètre. On n'est pas tellement sur le vélo grand public, bien qu'on en fasse un petit peu. Voilà, on fait aussi un peu de batteries de trottinettes, de scooters électriques. Et puis après, les grands secteurs pour nous, c'est le médical. Tous les appareils médicaux ont des batteries. C'est tout ce qui est lié au transport. L'industrie également, on fait beaucoup de batteries pour des robots dans les usines qui ont besoin de fonctionner de façon autonome. Et puis, dans les grands secteurs d'activité également, le bâtiment. Vous avez des batteries dans un ascenseur, dans un bloc sortie de secours, dans une salle informatique. Enfin voilà, il y a énormément d'applications. C'est des choses que l'on ne voit pas. Voilà, exactement. Toujours cachée la batterie, mais toujours présente. Ouais. Exactement. Quelle est l'histoire d'EPergy ? Ça fait combien de temps ? Vous l'avez créée il y a combien de temps cette société ? Alors je l'ai créée en 96, ça fait 27 ans cette année. L'histoire, en fait, elle s'écrit en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est la création d'une société qui vend du matériel de premier secours. Et oui, parce que finalement, les batteries, il y a 27 ans, on n'en parlait pas. Alors, en tout cas, moi, je connaissais pas et j'avais décidé de me lancer dans un autre domaine. D'accord. Donc, issu d'une famille d'entrepreneurs, envie de créer sa boîte. 96, il y a une loi qui sort qui oblige les entreprises à s'équiper en matériel de premier secours. Et c'est comme ça que je démarre à l'époque ce qui s'appelait pas EPergy, ça s'appelait ProRisk, vente de matériel de premier secours. Et comment ça se transforme justement alors ? Pour se passer de premier secours aux batteries, c'est quand même étonnant. Voilà, un père entrepreneur qui cède sa société, qui recherche une société à racheter parce qu'il avait envie de continuer un petit peu sa vie professionnelle, qui trouve une société à racheter dans le domaine des batteries et qui me dit mais en fait pour développer cette société il faudrait qu'on prenne le même business model que ProRisk, donc c'est à toi de la racheter, il faut qu'on la développe ensemble, etc. Mon père est décédé peu de temps après, mais ça a permis d'avoir cette deuxième activité. C'est une belle histoire. Voilà, donc ça c'est la deuxième page de l'histoire. Donc là on change de nom puisque ce qui était au départ ProRisk devient VDI Group avec deux activités, deux divisions, une activité hygiène, santé, sécurité avec les trousses de secours, mais on faisait également à l'époque des EPI, des produits d'hygiène. Et puis EPI, équipement de protection individuelle et produits d'hygiène. Et puis on avait l'activité batterie, donc on s'appelait VDI Group à ce moment-là. Et puis la troisième phase de l'histoire, ça a été de céder l'activité d'origine. C'était un changement stratégique, un repositionnement stratégique pour être complètement focus sur le marché des batteries. Et donc c'est une cession qui s'est opérée en 2 temps et on a terminé de céder l'activité d'origine en 2017. Et donc on est uniquement sur le marché des batteries. Et donc en 2018, on décide à nouveau de changer de nom, qui s'appelait VDI Group, est devenu EPergy, la contraction de Up, parce qu'on est sur un marché qui est quand même en croissance. Donc l'idée d'aller vers le haut, Up, et énergie, qui est notre métier, l'énergie autonome, l'énergie portable, et la contraction, ça fait EPergy. Voilà rapidement l'histoire les 27 ans d'histoire. Très très bien condensé ces 27 ans d'histoire. EPergy, c'est plein de transformations finalement, parce que vous vous êtes transformé 3 ou 4 fois depuis le départ.
Oui, alors il y a des transformations stratégiques, mais après, j'allais dire, aujourd'hui, la transformation dans les entreprises, elle est permanente. Et moi, j'ai l'impression que l'entreprise se transforme tous les jours. Tous les jours, on est sur des sujets importants d'optimisation, d'excellence opérationnelle qui entraînent de la transformation, d'agilité. Et encore plus ces 3 dernières années où on vit dans un monde ultra perturbé, ultra mouvementé. Il faut être en permanence en train de s'adapter, de bouger et de se transformer. Perdu en chiffres, est-ce que vous pouvez nous en parler, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires ? C'est à peu près 300 collaborateurs présents dans 8 pays. 50% du chiffre d'affaires est à l'international, donc 45 millions. Est-ce que vous parlez 8 langues ? Non, moi je parle essentiellement l'anglais et un tout petit peu l'allemand. Mais avec l'anglais, on va loin et on se débrouille déjà pas mal. Non, c'était une petite blague. Quelles sont les valeurs du groupe ? Quelle est la stratégie de ce groupe ? Alors les valeurs, on en a 6 des valeurs. C'est un travail qu'on a fait avec les équipes pour bien repositionner les valeurs du groupe au moment où on a fait notre changement de nom et notre dernière transformation. Donc on a 3 valeurs autour de l'humain en fait, et pour nous c'est important de mettre l'humain. Donc ça c'était une transformation de 2017, c'est ça ? 2018, ouais. 2017. On a réécrit nos valeurs en 2018. Donc juste avant la crise. Juste avant la crise, ouais. Ce qui est plutôt bien. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un travail qui a été fait avec les équipes, qui a été apprécié, et c'est un travail collectif qui a été fait. Alors pas avec toutes les équipes de la société, mais avec un nombre de personnes qui s'étaient portées volontaires. Et donc ils sont ressortis vraiment. Nous, l'idée c'est on veut que les gens se sentent bien quand ils viennent au travail, mais ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise, donc c'est fortement ressorti dans les valeurs de l'entreprise. Et les 3 valeurs autour de l'humain, donc c'est le respect, avant tout le respect de la personne, le respect de la diversité. On est très attentif à ces sujets-là. La deuxième valeur, c'est ensemble, c'est d'être une équipe, d'être soudés, de faire les choses ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est la notion de bienveillance et de bonne humeur. Voilà, l'idée, c'est on est dans des rapports simples, on vient au travail pour se faire plaisir. Et puis après, on a 3 valeurs plus autour de la performance, donc avec la notion d'ambition. Moi, je me définis comme un constructeur. Donc, le passé, je regarde pas trop le passé. Je suis toujours en train d'imaginer ce qu'on va faire dans le futur. Donc, c'est toujours avoir une ambition de construire quelque chose. Une autre de nos valeurs, donc, c'est la créativité. Il faut en permanence se démarquer, se différencier. Donc, être créatif. Et la troisième, c'est l'excellence. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Je vous l'ai dit en préambule, UPRJ compte accroître sa présence dans toute l'Europe. Comment ça va se passer ? Comment vous attaquez l'Europe ? Notre stratégie, c'est d'attaquer l'Europe par de la croissance externe. On a démarré en Europe. Alors, on a démarré avec une acquisition en 2005 en Angleterre. Ça a été notre première étape. Et puis après, en 2009, on a voulu s'implanter en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc, on a ouvert des bureaux from scratch. On a recruté des équipes dans ces pays et on s'est planté. Sauf en Espagne. Donc, on a fait marche arrière en Allemagne. On a fait marche arrière en Italie. En Espagne, ça a à peu près marché, mais ça a quand même été compliqué puisque pendant plus de 10 ans, on n'a pas été rentable en Espagne. Donc voilà, on s'était dit, on est fort en France, on est bon, ça va être du gâteau pour aller à l'international et notamment en Europe parce que c'est pas très loin de chez nous. Et en fait, on s'est complètement planté, quoi. Ça a beau être l'Europe, c'est des pays différents, il y a des concurrents en place, les clients nous ont pas attendus, il y a des pratiques différentes, donc on avait un peu trop fait les costauds et montré les biceps, on était un peu trop sûr de nous sur ce développement européen et on s'est planté. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est plutôt d'aller faire des acquisitions dans ces pays-là, d'aller racheter des sociétés petites avec un existant, une base de clientèle et leur amener tout ce qu'on peut apporter de la puissance d'un groupe, notamment en termes d'achat, en termes de maîtrise des connaissances techniques. Et ça fait partie de mes missions principales aujourd'hui d'aller prospecter en Europe pour des potentielles acquisitions. UPRJ, c'est combien de sociétés en tout ? En général, c'est une filiale par pays. Donc, c'est une société mère en France et une filiale par pays. Vous rachetez des petites entreprises quand même dans chaque pays ? Oui, mais après, on cherche à les fusionner. Nous, on cherche à avoir une structure juridique simple. Donc, en général, on fusionne dans notre structure mère de chaque pays. On va parler un peu politique RSE du groupe maintenant, parce que je pense que c'est quand même très important aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, on est dans un domaine, la batterie, qui est considérée à juste titre comme étant un peu polluante.
parce que ça fait appel à l'extraction de minerais et notamment de terres rares. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se préoccupe. Pour autant, la batterie elle est indispensable, on peut pas s'en passer. Donc naturellement, le comment réduire notre impact environnemental est un sujet important. C'est aussi pour nous une façon de nous différencier de nos concurrents, puisque la plupart de nos concurrents sont des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens d'appréhender la RSE, parce que c'est un domaine qui est vaste, la réglementation évolue en permanence, et donc on en a fait pour nous un cheval de bataille, un élément de différenciation, et c'est intégré dans nos stratégies, et l'idée c'est d'être le meilleur, le best in class dans notre secteur d'activité des batteries en matière de RSE. Aujourd'hui, on anticipe toutes les réglementations, on fait notre bilan carbone, on publie notre performance extra-financière, on a un plan stratégique à 3 ans où on aborde tous les axes de la RSE, c'est-à-dire pas simplement le E de l'environnement, mais aussi l'aspect social et sociétal. Donc l'idée c'est de couvrir tous les aspects, c'est de couvrir l'ensemble des 17 ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, et c'est d'être présent aussi bien sur l'aspect, sur les 3 verbes, mesurer, réduire, compenser. Voilà, donc on croise tout ça et c'est notre stratégie RSE. Et puis voilà, maintenant l'enjeu c'est d'arriver à impliquer un maximum de personnes dans les équipes pour faire en sorte que le sujet RSE soit partagé par tout le monde. En 2022, par exemple, tous les collaborateurs ont reçu un objectif RSE, par exemple, qui représentait 5% de leur rémunération variable. Ça reste pour l'instant modeste. L'idée, c'était pas de leur faire peur ou de les dégoûter, mais de commencer à leur dire, bah voilà, dans vos objectifs, la RSE est prise en compte. Comment EPRG répond aux enjeux justement énergétiques aujourd'hui ? Les enjeux énergétiques. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu surtout environnemental. C'est-à-dire que la réglementation européenne évolue pour faire en sorte que toutes les batteries vont devoir avoir un marquage de performance énergétique classé A, B, C, D, E, F, comme on peut retrouver sur un électroménager ou quand on achète ou vend un appartement et on doit avoir une classe énergétique. Donc ça, c'est la première réglementation à appréhender. Comment ils vont pouvoir justement dire cette batterie sera A, cette batterie sera B, ça sera en fonction de quoi ? Ça va être un mix entre le coefficient de pollution de la batterie, c'est-à-dire l'émission de CO2 de la batterie, et sa performance énergétique, c'est-à-dire le nombre de kilowatts par kilo de batterie qu'on peut générer. Et voilà, donc on peut avoir une batterie qui est peut-être très polluante, mais qui a une performance énergétique très forte, donc finalement le rapport sera plutôt bon. Et à l'inverse, une batterie très peu polluante, mais avec une très faible performance qui sera peut-être moins bien classée. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu, c'est d'arriver à classifier toutes nos batteries selon ce référentiel. Et puis l'autre enjeu, c'est à l'avenir, pour nous, c'est le recyclage et notamment l'obligation d'avoir une part de matière recyclée à l'intérieur des batteries, notamment des batteries lithium, puisque actuellement, les batteries lithium sont faites uniquement à partir de lithium pur. Il n'y a pas de lithium recyclé, donc c'est d'alimenter la filière de recyclage et de faire en sorte que les fabricants intègrent du lithium recyclé. C'est possible d'avoir du lithium recyclé, du coup ? Oui, alors aujourd'hui, le lithium recyclé, c'est quelque chose qui est très cher parce qu'il existe peu d'unités de recyclage en France et en Europe et que la matière issue du recyclage est assez peu valorisée. Dès lors que la réglementation va évoluer, et c'est à partir de 2025, et va obliger à ce qu'il y ait du lithium recyclé dans les batteries, et bien du coup, le lithium recyclé va devenir valorisé. Donc ça va devenir rentable de construire des usines de recyclage. Les technologies de recyclage s'améliorent, et donc ça va créer un effet bénéfique sur toute la filière du recyclage. Voilà, sur la partie énergie, nous, on touche vraiment plutôt des petites batteries, c'est-à-dire des batteries qui font maxi jusqu'à 48 volts, mais c'est plutôt des batteries d'assez petite taille qui peuvent faire quelques kilos. Donc on n'est pas, nous, aujourd'hui, dans les problématiques d'énergie liées aux véhicules électriques qui vont être très consommateurs d'énergie, comment on les recharge, etc. Nous, on adresse quand même des puissances bien inférieures. J'ai une question là-dessus. Comment ils font d'ailleurs pour recycler des batteries de voitures ? Est-ce qu'ils les recyclent déjà ? Alors oui, ça commence à se recycler. Alors sachant que ça a une durée de vie quand même assez longue, une batterie de voiture. Donc il faut les démanteler, enlever les cartes électroniques, enlever tout ce qui est électrique, repartir des cellules lithium et ensuite les détruire pour récupérer du lithium par différents procédés. Mais de plus en plus, l'avenir de la batterie de voiture, c'est d'être réutilisée ce qu'on appelle en stockage stationnaire d'énergie. C'est-à-dire que la batterie sera directement enlevée de la voiture, mise dans un container d'énergie,
pour aller stocker de l'énergie qui proviendra de l'éolien, de panneaux solaires, pour de l'autoconsommation à la maison, etc. Donc on est plutôt pour l'instant dans une phase de donner une seconde vie aux batteries, parce qu'une voiture électrique, ça nécessite des performances fortes de la batterie. On a des pics d'énergie quand on accélère qui sont énormes, quand on démarre, etc. Quand on est en stationnaire, eh bien la batterie elle est utilisée de façon beaucoup moins forte parce que le courant est beaucoup plus continu, beaucoup plus stable. Donc on peut vraiment donner une deuxième vie aux batteries. C'est les choix qu'ont fait Tesla, c'est le choix qu'est en train de faire Renault pour dire voilà, ma batterie en fin de vie dans une Zoé, j'ai juste à l'enlever et je la remets, quoi. Upergy est une entreprise cotée en bourse. Quels sont les actionnaires? Comment se passe la gouvernance? Les actionnaires, moi je reste actionnaire principal avec une holding qui détient 52%. Et ensuite, eh bien, ce sont des actionnaires qui sont entrés par le marché. On a un fonds à nos côtés qui s'appelle Lafayette Capital, qui est assez stable, qui détient 24% du capital, qui est plutôt là pour rester un certain temps à nos côtés. Et puis après, c'est des actionnaires, j'allais dire, assez dilués en fin de compte. La gouvernance, c'est quelque chose que j'ai appréhendé il y a déjà assez longtemps, notamment parce que je préside une association professionnelle qui s'appelle Middle Next, qui représente les valeurs moyennes, et qui a édité un code de gouvernance qui s'appelle le code de gouvernance Middle Next, pour promouvoir les bonnes pratiques en termes de gouvernance. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques en termes de gouvernance? Donc déjà, il faut avoir un conseil d'administration, un conseil d'administration bien. Mais c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire, mais voilà, il y a des conseils d'administration qui se tiennent sur le papier. Donc nous, on est vraiment sur des conseils d'administration qui se tiennent. On a des administrateurs indépendants, donc on est 7 administrateurs, dont 4 indépendants. On a une mixité au sein du conseil d'administration avec 4 femmes et 3 hommes. On a une référente RSE, c'est-à-dire une administratrice. Alors tous les administrateurs ont été formés RSE, mais une administratrice particulièrement sur la RSE et qui anime un comité RSE. Donc voilà, c'est les bonnes pratiques de gouvernance, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un vrai conseil d'administration qui est là pour challenger le dirigeant, pour amener des idées, pour travailler en partenariat avec l'équipe dirigeante. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'on a réussi à constituer, et avec une sacrée équipe d'administrateurs et d'administratrices. En 2022, il y a eu une recomposition du capital. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors c'est plutôt un reclassement familial en fait. J'ai ma mère et mon frère qui historiquement étaient actionnaires de la société via notre holding, et j'ai racheté la totalité de leur part. Donc voilà, je me retrouve seul aux commandes, on va dire, seul actionnaire. Exactement. Il n'y a plus la famille. Alors disons que c'est une famille un peu réduite, voilà. Alors on va parler un peu inflation aujourd'hui, parce que j'imagine que les coûts d'approvisionnement et les charges opérationnelles ont un peu impacté les comptes d'Upergy. Oui, essentiellement en 2022. Puisqu'on a connu une très forte inflation sur les matières premières, notamment le lithium qui a été multiplié par 5, une forte inflation sur les coûts de transport. Ah, le lithium par 5, c'est énorme. Ah oui, c'est juste énorme. La courbe du lithium, elle était exponentielle entre 2021 et 2022. Maintenant, elle s'est stabilisée à un prix haut, mais elle arrête d'augmenter de façon exponentielle. Mais comment on fait justement parce que ça doit être très 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 dur de tenir quand sa base, son produit de base augmente 5 fois plus. Ouais, c'est compliqué. Alors on arrive à répercuter des hausses sur certains clients. Sur les clients sur lesquels on est en appel d'offres, c'est plus compliqué. Bon, pour autant, voilà, du coup, ça se traduit. Parce que les prix sont fixés avant, en fait. Bien sûr. Eh oui. Ouais. Donc du coup effectivement ça a impacté la marge en 2022, on a perdu 2 points et demi de marge, donc ça impacte les comptes. On reste pour autant bénéficiaire. Ça démontre la résilience de la société, c'est-à-dire que même dans un contexte ultra chahuté comme on a pu connaître en 2022, on est toujours là, on s'en sort plutôt bien, et puis on a plutôt de bonnes perspectives pour 2023. Parce que là, on est revenu à des matières premières qui sont stables, les coûts du transport qui ont rebaissé fortement, parce que là aussi, on a été très impacté par la hausse du prix des containers. Et puis, le dollar qui est reparti à la baisse. On avait un dollar qui était très très haut en 2022, qui était passé en dessous des 1 euro. Donc, voilà, tout ça était défavorable pour nous. Et donc, voilà, 2023, on a des bien meilleures perspectives. Après une année 2022 ultra chahutée, comme j'ai dit. Est-ce qu'il va y avoir une répercussion justement sur les prix de vente ou pas du tout ? Ah bah oui, il y a une répercussion sur les prix de vente. Donc nos produits contribuent à l'inflation générale parce qu'on est obligé de répercuter tout ça. Et l'ensemble de nos produits, globalement, depuis 2 ans et demi, ont fortement augmenté. Ça a été parfois difficile parce que certains clients comprenaient pas, mais on leur donne les chiffres en fait. Nous, on n'a pas augmenté nos marges de façon globale. Elles ont même plutôt baissé en 2022. Donc les augmentations qu'on a passées étaient nécessaires. Avant de revenir sur ton association, je vais te parler de l'avenir des batteries. Pour toi, selon toi, quel est l'avenir des batteries ?
Qu'est-ce que ça va être la batterie du futur ? Je sais pas trop. Non, mais il y a beaucoup de recherches tout le monde cherche à faire la batterie qui va permettre d'avoir l'autonomie infinie, on va dire, et avec la taille la plus petite. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rupture technologique qui le permettrait, à part ce que j'ai pu lire sur une boîte américaine qui fait des batteries, qui commence à faire des batteries à base d'uranium, et donc en fait sur la base d'une réaction nucléaire, mini réaction nucléaire dans une batterie, et donc là c'est pas un peu dangereux? Alors c'est tout petit, je sais pas. Pour l'instant, c'est encore au stade très expérimental. Donc est-ce que l'avenir c'est ça ? J'en sais rien. Pour l'instant, l'avenir à court terme, c'est plutôt de continuer à développer la technologie lithium avec une amélioration des couples chimiques pour améliorer la performance des batteries lithium. Mais à court terme, enfin même à 10 ans, pour l'instant, je vois pas de rupture technologique qui vont changer l'avenir de la batterie. Et quelles sont les perspectives du Pergy dans tout ça ? On est toujours très attentif à ce qui se fait sur le marché. Notre objectif, nous, on n'est pas marié à une technologie de batterie, donc on offre la meilleure technologie à nos clients. Donc voilà, c'est de prendre les bonnes technologies au bon moment. Puis le Pergy est totalement capable de se transformer. On se transforme, voilà. Et puis notre ambition aujourd'hui, nous, c'est surtout d'être un acteur leader en Europe. On a une politique de croissance externe, on fait du build-up sur l'Europe, et donc être plus présent sur l'Europe de l'Ouest. Il faut encore qu'on attaque la Pologne, les Pays-Bas, des pays où on n'est pas présent, qu'on se renforce en Italie, qu'on se renforce en Allemagne, au Portugal également. Enfin voilà, on a du job pour faire l'Europe, pour faire une société de taille européenne de la batterie. Alors, on va parler de l'association, donc Middle Next. Tu l'as créée il y a combien de temps, cette association ? Ah, mais moi, je l'ai pas créée. Ah, c'est pas toi. Non. C'est une association qui existe depuis je sais pas combien de temps, je pense au moins une vingtaine d'années. D'accord. Je suis adhérent et donc président. C'est des présidences de 2 ans renouvelables. Je suis là pour prendre un flambeau pendant un certain temps. Et ça te prend beaucoup de temps de t'occuper justement de cette association ? Non, ça me prend pas beaucoup de temps, heureusement. Enfin, j'anime surtout un conseil d'administration avec une équipe d'administrateurs qui est très engagée et qui est performante. Et puis surtout parce qu'on a une équipe de permanents, et notamment une déléguée générale, qui s'appelle Caroline Weber, et qui traite tous les sujets opérationnels de l'association. Donc moi, ça me prend pas trop de temps. Pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, quel intérêt, par exemple, de venir voir cette association ? Grosso modo, l'association, c'est quatre piliers. Le premier pilier, c'est que déjà, on représente les valeurs moyennes auprès des instances européennes, auprès des institutions françaises, auprès du Trésor public, auprès de l'AMF. Donc, on a un rôle de représentation. On a un rôle de défense des intérêts des valeurs moyennes. L'idée, c'est de faire en sorte que la réglementation sur les valeurs cotées ne soit pas calquée sur la réglementation du CAC 40, parce que ça, c'est un peu la facilité du législateur. C'est je fais une règle qui est applicable à tout le monde, mais quand il faut la décliner dans des petites sociétés ou des sociétés de taille moyenne, c'est compliqué. Donc on fait jouer notre rôle d'influence parce qu'on est représentatif du secteur. On est force de proposition également sur certains sujets, sur certains textes de loi. Ensuite, on a un rôle d'animation du marché boursier, des sociétés. Donc on fait en sorte que nos adhérents se rencontrent, se connaissent. On organise des dîners, des déjeuners, on organise des ateliers, des conférences sur différentes thématiques. Et puis, notre quatrième rôle, c'est d'éditer des guides pratiques, de la documentation qui permet aux dirigeants et à leurs équipes de pouvoir avoir des guides opérationnels. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on a édité le code de gouvernance Middle Next, mais on a un code anticorruption justement pour que les sociétés puissent être en règle avec la loi Sapin 2. On édite des cahiers pratiques, ça peut être comment présenter son information financière sur son site web, ça peut être comment créer et animer un comité d'audit ou un comité des rémunérations. Enfin, on a toute une documentation qui est à la disposition de nos adhérents. J'imagine sur Internet ? L'association se trouve sur Internet ? Oui, bien sûr. Et la documentation se trouve sur Internet. Après, il y a des accès effectivement pour les adhérents parce qu'on fait ça quand même pour nos adhérents. Et puis, on organise également des formations pour nos adhérents. On parlait tout à l'heure de gouvernance, donc on a des formations administrateurs. On a des formations à RSE parce qu'aujourd'hui, ça va devenir obligatoire que tous les membres des conseils d'administration soient formés sur la RSE. Donc voilà, on anime tout un tas de formations pour nos adhérents. L'interview touche à sa fin. Un immense merci David Buffla d'avoir répondu aux questions des acteurs de la transformation. Je rappelle que tu es le président directeur général du Pergy Power Solutions Expert. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à retrouver les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.